premier point presse migration, qui est donc une initiative de l'association Vivre Ensemble, de son projet de comptoir des médias, et qui s'est associé avec le NCCR on the Move, qui est ce réseau de chercheuses et chercheurs, ce pôle national de recherche en mobilité et migration, qui avons convergé vers cette proposition qu'on fait pour les journalistes pour créer un dialogue. C'est quelque chose qui, au sein du comptoir des médias et pour les chercheuses et chercheurs, on a pu noter depuis quelques temps qu'il y a une difficulté de trouver des espaces de rencontre entre la recherche, les journalistes et puis des personnes, des praticiens, praticiennes de terrain. Donc notre idée, c'était vraiment de réussir à trouver un format qui soit le plus accessible possible dans un temps court, en ligne, afin de permettre en fait de créer dans des courts moments ce dialogue, en espérant que bien sûr il se prolonge par la suite, mais aussi pour donner l'occasion aux journalistes qui sont souvent dans des temps courts de l'actualité de pouvoir poser des questions qui les occupent en fait au quotidien quand ils traitent de ces questions d'asile et de migration. Donc voilà, c'est la première aujourd'hui. Elle est aussi un peu spéciale pour ça. Notamment parce que voilà, on est allé à la rencontre des journalistes. Il y en a plusieurs qui ont répondu présent, plusieurs qui ne pouvaient pas suivre aujourd'hui. Raison pour laquelle je dois vous informer que cette réunion, elle est enregistrée. J'espère que c'est OK pour tout le monde. Notre idée, ce sera ensuite de pouvoir en faire bénéficier justement d'autres journalistes en la mettant à disposition sur nos sites respectifs de Vivre Ensemble et du NCCR. On va proposer aussi une synthèse de nos échanges. Mais si ça pose un problème pour quelqu'un, ce fait que ce soit enregistré, vous pouvez nous le dire ou vous mettre en off, juste écouter, voilà. L'autre chose qui fait que c'est un peu plus spécial aujourd'hui, c'est qu'on a pensé ce rendez-vous comme étant celui adressé à des journalistes, justement, que les journalistes, les professionnels des médias puissent se connecter et poser leurs questions. Pour le démarrage, il y a aussi aujourd'hui d'autres personnes qui participent, qui sont des personnes souvent majoritairement du terrain, donc des personnes qui travaillent dans des organisations de personnes, auprès de personnes réfugiées. Donc, c'est des personnes qui connaissent le terrain, mais qui étaient intéressées par les thématiques et qui auront probablement des questions à poser également. Alors aujourd'hui, et ces points presse migration, ils sont vraiment pensés comme un lieu où l'échange et le dialogue doivent se faire de manière la plus sereine possible, où les journalistes puissent avoir accès à cette information, à ces puits de savoir que sont Marie-Claire Kuntz et Stéphanie Courte. Et donc, c'est quand même autour de ça que ce traitement médiatique que va apporter notre réunion aujourd'hui, enfin notre rencontre, que les journalistes puissent aussi s'exprimer et avoir des réponses. La dernière chose que je dois vous dire, c'est le sujet, c'est les permis de séjour. Aujourd'hui, il a été décidé que pour un temps court, qui est celui de l'heure qu'on va passer ensemble, c'était plus facile de partir sur une thématique. Les permis de séjour, nous avions envie de démarrer avec ce thème qui est à la fois, paraît très simple parce qu'il y a quelques permis de séjour, il y a des droits et des devoirs, et qui est si complexe et qui, comme nous le montre l'actualité, est régulièrement remis en question, rediscuté, pourquoi tel droit, tel permis. Quand un nouveau livret s'est introduit, ça influence les droits et ça devrait ou ça pose des nouvelles questions sur d'autres permis en cours. Donc voilà un petit peu l'idée de rediscuter un peu de ça, d'avoir de nouveau des informations plus techniques sur comment ça se passe dans les faits pour les personnes qui viennent déposer une demande d'asile en Suisse. Et finalement, donner la parole à Marie Vieumier, qui est la journaliste qui va assurer pour nous aujourd'hui la modération, que je remercie beaucoup parce que c'est aussi une lumière pour nous sur comment ça se passe dans le monde des médias, sur comment vous atteindre, comment contacter les journalistes et aussi d'avoir, pour nous, c'était important, des préoccupations qui viennent vraiment des médias. Alors, je te passe la parole. Voilà, bonjour tout le monde. Donc oui, moi c'est Marie Vieumier. Je vais peut-être juste me présenter. Donc je suis maintenant en fait correspondante au Palais fédéral, donc au centre des médias à Berne, qui est en face du Palais fédéral. Enfin correspondante parlementaire plutôt pour les radios régionales romandes. Donc c'est toutes les radios privées de Suisse romande. Et avant ça, j'ai travaillé à Suisse Info. Puis avant ça, j'étais 7 ans à la radio régionale de Neuchâtel. Et puis pendant en fait toutes mes années de journalisme, j'ai fait
quand même assez souvent des sujets sur l'asile, qui est un sujet qui m'intéresse particulièrement beaucoup. C'est aussi pourquoi je suis aussi intéressée à m'engager dans ce projet. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que plus on s'intéresse à l'asile, plus on se rend compte aussi à quel point c'est compliqué. En fait, c'est souvent plus compliqué que ce qu'on croit, je trouve, en étant journaliste. Et puis, bah, quand on commence à creuser la question, par exemple, des permis, on se rend compte qu'en fait, déjà, il y en a pas mal des différents, qu'on ne comprend pas forcément toujours les différences, qu'ils sont associés à des droits différents, à des traitements différents, etc. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'avoir un échange avec des professionnels qui s'y connaissent bien, et puis d'avoir aussi des contacts, en fait, quand on écrit un article, peut-être, moi je vois aussi ces rencontres comme un moyen d'avoir des contacts qu'on peut facilement appeler si on a un doute ou si on veut une interview aussi, mais peut-être aussi si on a un doute sur tel ou tel point. Parce que je trouve que c'est vraiment pas toujours facile de s'y retrouver, et puis voilà, l'asile c'est complexe, c'est aussi pour ça que ça m'intéresse, mais c'est vrai que c'est, je pense, s'entourer un petit peu de contacts, de personnes, et puis aussi avoir des ressources, hein, parce que je sais que Vivre Ensemble, mais le NCCR aussi, ont des ressources à nous proposer pour trouver les infos. Donc ça peut aussi aider pas mal les journalistes qui cherchent des infos. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur moi et puis ma participation. Ce que je vous propose, c'est qu'on présente les deux personnes qui sont à notre disposition aujourd'hui pour répondre aux questions des journalistes. Je vais peut-être donner la parole d'abord à Stéphanie Courte. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Stéphanie Courte. Je suis professeure à la Haute École et École supérieure du travail social à la HESSO Valais-Wallis. Je suis une juriste de formation et puis je suis chercheuse au NCCR On the Move. Voilà. Très bien. Marie-Claire Kuntz. Alors bonjour, donc mon nom est Marie-Claire Kuntz, je suis juriste de formation aussi et je travaille au Centre social protestant de Genève au secteur réfugiés en tant que juriste, donc accompagnante des personnes qui sont en procédure d'asile en Suisse et même après. Et je collabore aussi régulièrement avec Vivre Ensemble qui a ses locaux en face de mon bureau au CSP. Voilà. Très bien, merci. Bah, merci à tous les participants qui nous ont rejoints. L'idée, là, on a des journalistes qui nous ont déjà envoyé une ou deux questions à l'avance, donc on va commencer par ces questions-là. Mais l'idée, c'est que tous les participants, si vous voulez poser une question ou réagir, vous pouvez soit écrire dans le chat ou alors lever la main virtuelle qui est en bas de votre écran à côté du smiley. Et puis comme ça, on pourra vous donner la parole. Faut pas hésiter à tout moment à vous manifester. L'idée, c'est d'avoir un dialogue, donc voilà. Faut vraiment pas hésiter, quoi. Alors, on a déjà reçu donc des questions de Fiosa Gervala. Merci beaucoup pour l'envoi des questions. On va commencer peut-être avec ta première question. Tu parles de la complexité des statuts, hein, qu'il y a beaucoup de statuts pour les migrants en Suisse, et puis que c'est des fois difficile pour des journalistes au niveau de la compréhension, de la distinction entre eux. Mais surtout, ce que tu demandes, c'est comment simplifier, puis comment rendre aussi l'information accessible pour les gens, quoi. Donc, si je comprends bien, comment simplifier sans faire des raccourcis ou bien pas donner l'information, mais sans forcément alourdir le texte. Parce que c'est vrai que dans un texte, on peut pas forcément dire ce permis-là, c'est ça, ce permis-là, c'est ça. Alors, est-ce que vous avez des conseils à nous donner, peut-être comment dire les choses, comment informer les lecteurs de ces permis ou de ces différences, mais sans forcément faire trop de raccourcis et sans forcément s'étaler. Je ne sais pas qui aimerait bien commencer. Ah bon, j'essaye. Donc, merci beaucoup pour cette question parce que c'est aussi une des questions que mes étudiantes et étudiants me posent parfois, mais comment en fait on peut simplifier tout ce cadre légal de droit d'immigration. Et moi, je dirais toujours que, ah, oui, au début, il faut toujours demander quel était le motif de la personne de venir en Suisse et quel est l'état d'origine. Parce que si on voit le cadre légal du droit d'immigration, on se rend compte qu'il y a différents motifs pour en fait entrer en Suisse. Soit c'est à but lucratif, donc parce qu'on a trouvé par exemple un emploi, soit c'est parce qu'on rejoint à la famille, donc là on parle d'un regroupement familial, ou par exemple parce qu'on est une personne en retraite, donc c'est un autre motif, ou pour des raisons médicales, ou pour une formation, ou pour des études ou pour demander en fait de la protection de la Suisse. Et donc,
dès qu'on sait le motif de la personne étrangère qui souhaite s'installer ou venir en Suisse, venir et s'installer en Suisse, on sait aussi en fait avec quelle loi la personne va arriver. Parce que si on lise les lois, donc la loi sur les étrangers et l'intégration ou la loi sur l'asile, on voit très bien les motifs parce que les articles sont faits structurés selon les motifs d'une personne. Et avec ce motif, on sait déjà quel permis, plus ou moins, ça dépend de quel cas, la personne va recevoir et aussi quels droits sont connectés avec ce permis. Donc, je ne sais pas, c'est déjà beaucoup que je viens de raconter, mais c'est là où je commence. Il faut toujours s'imaginer, donc, pourquoi une personne étrangère souhaite en fait de venir et de s'installer en Suisse. C'est quoi le motif? Et dès qu'on sait, on sait sur quelle base légale on tombe en fait. Et après, ça dépend aussi de la nationalité de la personne, donc où la personne vient en fait. Et si c'est la personne majeure, mineure, là, c'est des cas particuliers ou spécifiques. Moi, je dirais comme ça, très vulgarisé. Alors, je rejoins totalement la réponse de Stéphanie dans le sens que le motif du permis, en général, permet d'identifier dans quelle catégorie de migrants on va être, mais évidemment que la réalité est toujours beaucoup plus complexe que ces catégories, dans le sens que les lois sont les catégories que nous voulons donner aux personnes migrantes, mais que les personnes migrantes elles-mêmes ont souvent plusieurs raisons de quitter leur pays et rarement une seule. Donc évidemment que ça sera toujours un reflet partiel de la réalité et que la simplification implique une certaine partialité dans l'information. Il n'y a pas d'autre solution, je pense, mais il y a quand même des lignes assez claires entre des personnes qui vont venir précisément pour demander une protection. Et quelque part, je veux dire, de rentrer dans les détails du permis F, qui est l'admission provisoire, ou du permis S, qui est donc la protection provisoire, ce nouveau statut qui est entré en vigueur avec l'Ukraine, ou encore le permis B réfugié, ben, le point commun de toutes ces personnes, c'est qu'elles ont demandé une protection à un titre ou un autre. Et ça, c'est une catégorie qu'on peut s'autoriser sans simplifier le motif du séjour de la personne en Suisse. Après, dans cette demande de protection, il peut évidemment avoir des éléments très différents d'une personne à l'autre, des vulnérabilités, des persécutions, une guerre, etc. Et puis après, il y a les séjours qui sont des séjours peut-être plus réguliers par rapport à notre compréhension du déplacement ou les raisons pour lesquelles un citoyen suisse lambda pourrait être amené à aller dans un autre pays, puisque nous, on ne connaît pas ces situations de violence politique ou de guerre, bah, c'est typiquement des raisons familiales, des raisons d'études, des raisons de travail. Et ça, je pense que c'est quand même deux grandes catégories qu'on peut distinguer pour simplifier les choses. Mais évidemment que la simplification, elle amène toujours à éradiquer une partie de la réalité du discours. Ça, il n'y a pas de solution miracle, malheureusement. Moi, ce que je vois avec justement la complexité des permis, c'est aussi le fait qu'en tant que journaliste, il faut qu'on soit un peu attentif au fait qu'ils n'ont pas les mêmes droits, hein. Chaque permis a des droits différents. Est-ce qu'il y en a une qui pourrait peut-être quand même nous rappeler ça? Ça prend 2 heures de rappeler les droits des différents permis au minimum. Quelques exemples, juste de deux, Mais trois les différences droits entre peuvent être permis. très différents. Par exemple, vous allez avoir des personnes qui ont un permis B réfugié qui, eux, sous certaines conditions, vont avoir le droit de faire venir leur famille dans la mesure où elle préexistait à leur départ du pays, sans condition de logement, de revenus, etc. Alors qu'une personne titulaire d'un permis B, mais qui n'est pas réfugiée, elle va dépendre de la loi sur les étrangers et va devoir remplir certaines conditions pour faire venir sa famille, notamment financière, d'intégration, etc. Il y a des statuts de protection provisoire qui ne sont pas les mêmes que les statuts de réfugiés. Ce n'est pas les mêmes permis. Les permis F, c'est des permis, par exemple, qui vont donner une moins grande mobilité. On n'aura pas le droit de voyager hors de Suisse, alors qu'avec un permis B, on a le droit, en principe, de voyager hors de Suisse. Donc, les droits, ils sont immenses. Les droits à l'aide sociale ne seront pas les mêmes en fonction des permis. L'accès à certaines assurances sociales, par exemple, un permis F qui ne travaille pas ne va pas être affilié à l'AVS ou à l'AI, alors qu'un permis F qui travaille, oui. Donc, il y a énormément de droits différents. L'accès à des questions de mariage, par exemple, ou d'état civil peuvent aussi être
influencé par le type de permis qu'on a. Donc, c'est un peu difficile de faire une liste globale de ces différences. Ça demande des formations assez longues et assez pointues pour les distinguer, justement. Sophie, je vois que tu lèves la main. Oui, enfin, ouais, moi j'avais particulièrement une question sur peut-être sur le permis B réfugié et le permis F admission provisoire pour réfugiés. Je pense que c'est pas hyper clair pour moi, genre le principe, enfin, qu'est-ce qui fait qu'on reçoit un permis B réfugié et qu'on peut du coup, enfin, se voir accorder l'asile ou F qui est une admission provisoire avec pas mal de barrières. Alors, je peux répondre peut-être juste à cette question. Donc, on parle bien des F réfugiés et des B réfugiés. Hein. Voilà. Alors, en fait, c'est normal que vous ne compreniez pas très bien parce que cette distinction, elle n'existe pas du tout dans le droit international. C'est un distinguo purement helvétique. Ça n'existe pas non plus dans d'autres pays où on a décidé, entre guillemets, de sanctionner certains réfugiés sur la base de certaines raisons. Ce qui fait qu'il y a des réfugiés auxquels on va donner l'asile, et ça se traduit par un permis B, et des réfugiés auxquels on va refuser l'asile pour un certain nombre de raisons qui sont énoncées dans la loi. Mais comme on ne peut pas les renvoyer chez eux, c'est des réfugiés, donc on a admis qu'il y avait un risque de persécution à leur encontre dans leur pays d'origine, on doit quand même leur donner un statut qui garantit cette non-expulsion du territoire, et c'est ça que va venir concrétiser l'admission provisoire dans ce cas-là. Les motifs pour lesquels on va faire ce distinguo, ils sont assez tirés par les cheveux, mais malheureusement, ils sont bien ancrés dans la pratique suisse. Un des grands motifs, c'est ce qu'on appelle les motifs postérieurs à la fuite, motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Et ça, c'est pour donner une illustration simple. Vous prenez un réfugié qui est dans son pays d'origine, qui rencontre des difficultés, des persécutions de la part de son gouvernement ou de l'État et qui quitte son pays d'origine pour cette raison, c'est antérieur à la fuite. Par contre, vous pouvez avoir des personnes qui, de par leur départ du pays, par exemple, simplement le fait d'être hors de leur pays sans autorisation, on a ça par exemple avec les Érythréens, ou alors parce que par la suite, c'est-à-dire qu'au moment où ils partent de chez eux, ils ne sont pas forcément la cible de persécution intense de la part des autorités, mais qui, une fois en exil, vont avoir des activités politiques beaucoup plus importantes, beaucoup plus visibles, qui les exposent à un risque particulier dans leur pays d'origine parce que le gouvernement de leur pays aura identifié cet activisme politique qui s'est déroulé hors sol, hein, donc dans un pays X, Y et Z. Et ça devient ce qu'on appelle un motif subjectif postérieur à la fuite. Et dans ce cas-là, on donnera une simple admission provisoire. Ça, c'est une des distinctions que la loi fait, mais très clairement, c'est une distinction helvético-helvétique. Elle n'est pas du tout ancrée dans le droit international des réfugiés. Après, il y a d'autres motifs, par exemple, les autorités peuvent considérer qu'une personne est indigne de recevoir l'asile parce que son comportement a nui à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, à l'ordre public, etc. Et ça pourrait aussi être un motif pour refuser de donner ce permis B qui traduit l'asile, mais avec toujours la même problématique, c'est une personne réfugiée qui ne peut pas être expulsée, donc qui doit avoir un titre qui lui permet de rester en Suisse, nonobstant le fait qu'elle ait été exclue de l'asile, et c'est ce permis F qui va venir en substitution. Pour donner quelques exemples. Stéphanie, je pense que tu en as probablement d'autres. Non, c'est bon. Je pense voilà. que c'est les exemples les plus clairs pour expliquer cette distinction. Vyosa, j'ai vu que tu as levé la main. Le micro. J'ai bien compris la nuance entre le F réfugié et le B réfugié. Est-ce qu'il y a une distinction aussi en termes de droit? Finalement, les deux vont rester. L'un est sûr d'y rester, l'autre pas. Mais durant cette période du F réfugié, est-ce qu'il y a encore une distinction à faire en termes de droit pour ces personnes, notamment pour le F réfugié? Alors, je ne sais pas, Stéphanie, tu veux répondre? Moi, je peux répondre, c'est comme tu veux. Ouais, c'est les deux qui peuvent répondre. Mais vas-y, je complète au cas où.
Alors, il y a effectivement des différences de droit parce que ces F réfugiés, ils vont être à cheval entre la loi sur l'asile qui leur donne le statut de réfugié et la loi sur les étrangers qui leur donne cette admission provisoire. Donc, pour certaines choses, ils vont être alignés sur les B réfugiés et pour d'autres, ils vont être alignés sur les permis F normaux. Un exemple qui est très connu, hein, c'est celui du regroupement familial. À savoir que si vous prenez une personne qui est B réfugiée, à peine elle a été reconnue réfugiée, elle a le droit d'introduire une demande de regroupement familial pour les membres de sa famille dont elle a été séparée avant de quitter le pays. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un regroupement familial spécial avec des critères beaucoup moins exigeants que dans la loi sur les étrangers. Et cette demande, elle peut être introduite immédiatement. Un permis F réfugié va être calqué sur les permis F normaux en matière de regroupement familial. La loi dit qu'il faut attendre 3 ans d'admission provisoire, donc 3 ans sous le statut de permis F, pour pouvoir demander ce regroupement familial. Et puis, il faudra remplir des conditions d'intégration, de bon comportement en Suisse, de logement et de revenus financiers pour pouvoir obtenir ce regroupement familial. Et c'est une distinction qui est problématique puisqu'en fait, derrière tout ça, l'idée de base, c'est que si une personne est réfugiée en Suisse et a eu des problèmes graves avec les autorités de son pays, il y a de fortes chances que la famille subisse ce qu'on appelle des persécutions réflexes en l'absence du réfugié qui a quitté le pays, soit pour le faire revenir, soit pour savoir où il est, soit pour toutes sortes d'autres raisons. Et en fait, c'est ça que concrétise cette facilitation du regroupement familial pour les B réfugiés, mais qu'on n'a pas admis pour les F réfugiés, alors qu'en réalité, la situation est tout à fait identique. Prenez par exemple maintenant un exemple très parlant pour moi, celui des réfugiés afghans. En admettant qu'il y ait des réfugiés afghans qui aient obtenu un F réfugié, malgré tout ce qui se passe en Afghanistan avec les talibans, etc., dont on sait que les femmes peuvent être particulièrement victimes en ce moment, il n'y aura pas de facilitation pour ce réfugié pour faire venir sa femme. Alors que s'il avait obtenu le permis B, oui. Voilà, pour donner un exemple. Ça, c'est une différence de droit. Par contre, sur l'assistance, les normes d'assistance sont plus élevées et pour les permis F réfugiés et pour les permis B. De la même manière, les permis F réfugiés vont avoir droit à un titre de voyage qui découle de la Convention sur les réfugiés et auront une liberté de circuler qui n'est pas la même que des admis provisoires simples. Donc oui, il y a des différences de droit, certaines qui sont tout à fait questionnables, en l'occurrence. Je pense avoir donné l'exemple avec le regroupement familial. Stéphanie, si tu veux compléter, je te laisse. Non, c'est les cas classiques, je dirais, Ouais. où on voit les différences. C'est juste pour le regroupement familial. Là, il y a eu un arrêt, non? Oui. Du tribunal fédéral qui a dit après 2 ans, en fait, il faut déjà examiner si c'est possible le regroupement familial. Donc, et puis dans Il y a le une cadre nuance qui est en légal, train d'être amenée oui, à ces 3 ans par la jurisprudence, effectivement. voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas encore inscrit dans Non. la loi sur les étrangers, l'intégration. Là, c'est noté 3 ans, mais il y a eu cet arrêt, en fait. C'est ça. Voilà. Là, ça rejoint une question que Vjosa avait posée en avance. En fait, ça bouge. On voit qu'il y a la jurisprudence qui intervient, il y a les réglementations qui changent, les droits qui changent, les permis qui changent, les conditions qui changent. Comment on peut faire en tant que journaliste pour réussir à suivre ça, se mettre à jour sans forcément devoir passer des heures et des heures à faire des recherches sur Internet? Alors moi, je trouve que c'est difficile à répondre parce que aussi pour nous, c'est difficile en fait à suivre tout qui est en train de bouger tout le temps. Donc, ce que moi je fais personnellement, c'est il y a des communiqués de presse du tribunal fédéral et du tribunal administratif fédéral qui donnent des résumés, des arrêts, voilà, dits importants. Ça m'aide déjà en fait de suivre au cas où s'il y a des arrêts. Et l'autre chose, évidemment, moi, je me plonge sur le cadre légal, donc je vois directement la loi, s'il y a eu des changements. Et sinon, il y a aussi des communiqués de presse du SEM, du Conseil fédéral, qui sont, moi, je dirais, accessibles. Et sinon, c'est aussi vraiment suivre les débats politiques pour voir ce qui est passé, ce qui n'est pas passé, où on est avec certains choses ou éléments.
Et puis en même temps, il y a aussi les consultations par rapport des modifications des lois. Donc aussi là, c'est aussi un site internet sur admin.ch où on voit où on est. Est-ce que c'est encore en consultation? Est-ce qu'on attend bientôt le rapport? Est-ce que voilà, ça va en direction du Parlement? Donc c'est tous ces outils. Et puis en tant que juriste, moi j'ai aussi la newsletter de Weblex, oui, Swisslex, dans Webex, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Et donc là, il y a chaque semaine, voilà, des résumés qui sont utiles pour moi. Mais ça, c'est plutôt juridique. Alors, Giada, je crois que tu voulais intervenir. Oui, alors je me permets juste sur cette question précise de rappeler l'existence de asile.ch Vivre Ensemble, qui est vraiment ce service d'information et de documentation sur le droit d'asile, avec effectivement ce projet Le Comptoir des médias qui est dédié à l'information des journalistes. Et donc, ça veut dire que nous sommes déjà des personnes qui allons suivre de manière précise ce genre de choses, mais qui, si nous-mêmes, nous ne pouvons pas répondre à votre question, en fait, on fonctionne en réseau avec des juristes tels que Marie-Claire ici, auxquels on peut adresser les questions et puis revenir vers vous. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à s'adresser à des services tels que le nôtre, parce qu'il y en a d'autres. À Genève, il y a un chargé d'information, Raphaël Ray, au Centre social protestant, qui sont des personnes aussi pour lesquels leur métier, en fait, leur demande de suivre de proche ce genre de décision, de changement de permis. Et puis, bien évidemment, alors les chercheuses et chercheurs d'UNCCR, c'est aussi de tourner, de ne pas hésiter, en fait, à essayer de trouver des personnes qui pourraient vous expliciter, parce que moi, je me rends compte en tant que non-juriste de la complexité de comprendre ce genre de communiqué, même du SEM, de l'administration, et que parfois de passer par des personnes qui font ce travail de vulgarisation peut aider le travail des journalistes, j'imagine. Donc sur asile.ch, vous avez tous les contacts. Voilà. Peut-être en complément, je pense que pour la question, elle se pose un peu pour n'importe quel sujet, en fait. Tout sujet qu'on creuse devient complexe. Je pense qu'il n'y en a aucun qui est simple à la base. Et en tant que journaliste, de toute manière, on peut avoir des spécialités ou des dadas où on est un peu plus armé que d'autres sujets. Mais il y a, en dehors du réseau journalistique pur, des spécialistes, des gens qui connaissent ces questions et qu'il ne faut pas hésiter à solliciter pour avoir des explications. Le site de Vivre Ensemble, asile.ch, vraiment, il est à jour, il suit l'actualité et les informations qui figurent sur ce site sont vérifiées par des juristes, des personnes compétentes, donc en général elles sont fiables. Il y a peut-être de temps en temps une erreur comme partout, hein, mais je pense que c'est des ressources importantes. Mais après, je veux dire, il y a ce que nous on fait en tant que juristes, mais pas forcément dans le public médiatique. On est très régulièrement sollicité par des gens qui interviennent autour de ces populations qui ont exactement les mêmes questions que vous, ça bouge trop vite, on ne comprend pas comment on fait. Ben, nous, on assure des formations dans ce domaine-là. Il ne faut pas hésiter à solliciter nos services s'il y a un intérêt. Alors évidemment, on ne va pas faire une formation pour une seule personne, mais il y a des possibilités d'organiser des formations, de mise à jour, etc. Et nous, on est tout à fait disponible pour ce genre d'exercice. Omar, je vois que tu as levé la main. Oui, alors c'est un peu redondant par rapport à ce que tu as dit, Jada. C'était ce fameux bouquin de Vivre Ensemble, cette édition qui est fort pratique pour les journalistes, qu'on utilise aussi à Voix d'Exil, hein. Un glossaire en fait, dans lequel on a des explications pour chaque permis, mais aussi qui nous donne des éclairages sur les différents enjeux par rapport à certains termes, notamment le fait de parler de migration illégale ou pas. Enfin, voilà, ça nous permet d'éviter certains écueils. Je voudrais rebondir sur justement, évidemment, c'est important de clarifier ces questions de permis qui sont fortement complexes. A fortiori pour des personnes qui sont extérieures ou qui ne traitent pas tous les jours avec le domaine de l'asile, mais je trouvais que la question de Vieuxet au départ était vraiment intéressante par rapport à la question de l'intelligibilité en tant que journaliste, comment rendre intelligible ou rendre compte des situations de migrants, parce qu'en fait, est-ce qu'un des problèmes qui serait lié au fait de se perdre un peu dans ces questions de différents permis qui sont finalement attribués par les autorités car elles reconnaissent certains motifs ou pas, est-ce qu'il n'y aurait pas un danger à quelque part d'oublier les êtres humains qui sont derrière ces catégories, en fait, dans les récits journalistiques, par exemple? Ouais.
C'est aux journalistes de répondre ou… Non, mais moi, ça c'est aussi quelque chose que j'essaie toujours à expliquer. Si on voit le droit d'immigration pense dans des catégories. Et c'est pensé et c'est appliqué. Parfois, ça dépend de qui on parle et de quel cas, mais dans des catégories. Et oui, il y a toujours la chance, ou pas la chance, mais il y a toujours le risque qu'on oublie l'être humain. Mais le cadre légal qu'on a actuellement dans le domaine de migration, c'est pensé, on fait des différences. Et c'est une volonté qu'on retrouve en fait dans le cadre légal, dans ce sens-là. Et si on veut plus avoir ces catégorisations voilà, qui se manifestent surtout avec les différents permis, qui se basent sur les motifs d'entrée, qui se basent sur la nationalité d'une personne, il faut changer le cadre légal qu'on a actuellement en vigueur. Après, alors peut-être en complément, je pense que dans le langage et le mémo que vous avez montré tout à l'heure contient évidemment une réflexion là-dessus. Il y a évidemment un risque à essentialiser en fait les catégories juridiques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle d'un demandeur d'asile, ben, on essentialise le terme demandeur d'asile et on réduit la personne à ça. Donc ça, c'est aussi une manière d'éviter ces pièges, c'est de parler de personnes en quête de protection, en rappelant qu'il s'agit de personnes en premier lieu et que par ailleurs, elles sont en quête de protection, mais ça ne les réduit pas à ça. Ça, c'est des petits exercices terminologiques, mais après, on sait tous que quand on écrit des textes pour les médias, il y a des nombres de signes comptés, on ne peut pas rallonger le texte à tiroir et c'est des fois compliqué d'utiliser ces périphrases qui essentialisent un peu moins les catégories légales qui existent. Vyosa, tu voulais rebondir sur ce sujet? Oui, j'ai une question en fait assez. Merci beaucoup hein, pour vos retours, enfin, c'est précieux. Évidemment, moi je me connecte un peu à notre travail de terrain et parfois ces termes juridiques ils posent problème, notamment le terme provisoire ou les personnes en situation d'urgence. Terme provisoire, ça signifie un laps de temps et d'urgence, ça veut dire que c'est urgent dans une période déterminée, sinon c'est plus une urgence. J'avais fait un reportage sur une personne en situation d'urgence qui avait passé sa moitié de sa vie en Suisse en situation d'urgence, soit 25 ans, lui-même avait 50 ans. Comment peut-on, avec des termes juridiques, y a-t-il d'autres termes qui pourraient nous aider à questionner ces termes-là? Parce que, est-ce que ça encore juridiquement, ça a du sens de dire qu'une personne est en situation d'urgence pendant 25 ans? Alors, Voyez-vous un peu l'objet de ma question ou pas? je pense que je vois l'objet de votre question, mais par contre, une personne en situation d'urgence, je ne vois pas ce que vous désignez concrètement. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précise là-dessus, peut-être? La personne pour laquelle je parle, elle était en Suisse. Elle ne pouvait pas être renvoyée dans son pays parce qu'elle n'avait pas de passeport. Et son pays d'origine refusait en fait de lui en délivrer un. En même temps, en Suisse, cette personne ne pouvait pas bénéficier ni d'un statut B, réfugié, C'est ni quelqu'un être… qui recevait l'aide d'urgence, en fait. Voilà. Ça. Et cette Okay. personne est en situation d'urgence parce qu'elle a une aide d'urgence, mais 25 ans. Comment pourrions-nous, en tant que journalistes, nommer ça juridiquement, peut-être pas totalement juste? J'entends bien qu'il faut prendre un parti, mais sans prendre parti, mais simplement questionner ça juridiquement. Ben, moi, je dirais que déjà, si vous parlez d'une personne qui est à l'aide d'urgence, vous désignez déjà quelque chose de précis, à savoir que quelqu'un a sollicité une aide financière ou matérielle parce qu'elle est dénuée de moyens. Est-ce que c'est ça qu'on veut mettre en avant? C'est ça la question que vous devez vous poser. En fait, cette personne, elle n'a pas de statut administratif en Suisse, elle a été déboutée d'une demande d'asile, d'après ce que je comprends. Et sa situation administrative, c'est celle-là. L'aide d'urgence, c'est une deuxième étape de dénomination, mais ce n'est pas le critère essentiel. Qu'est-ce qui fait que cette personne accède à l'aide d'urgence? C'est qu'elle a été déboutée de sa demande d'asile. Et c'est ça, en fait, qui clarifie vraiment la situation. Après, je pense que c'est bien de vous poser ces questions parce que toutes ces catégories sont
Enfin, les lois ne sont pas froides et objectives, elles sont politiques elles-mêmes hein, dans leur contenu. Et quand on parle d'admission provisoire et que dans les statistiques, on voit que les personnes qui sont sous ce statut restent en réalité à 99% en Suisse sur le long terme, évidemment qu'il faut questionner le terme de provisoire. Mais ça, à mon avis, c'est précisément un travail journalistique de s'interroger sur ces termes, voire d'y consacrer aussi des articles. Il y a eu des débats au Parlement là-dessus qui ont relevé toutes ces incohérences et vous avez raison de les relever. Pour l'instant, on n'a pas réussi nous, on a proposé qu'il y ait d'autres dénominations de ces statuts parce qu'effectivement, ils ne reflètent pas la réalité juridique de ces personnes. Mais dans la loi, c'est quand même cette appellation-là qui prévaut. Donc, si vous devez parler de quelque chose qui est directement lié au statut de la personne, vous ne pouvez pas contourner la dénomination juridique. Par contre, si c'est autre chose qui vous intéresse dans le parcours de cette personne, il n'y a pas besoin non plus de pointer le provisoire ou le permis. Tout dépend. Vous pouvez très bien parler d'une personne qui a obtenu une protection en Suisse sans dire que c'est une personne qui a l'admission provisoire. L'admission provisoire est une forme de protection, clairement. Nora, tu as demandé la parole? Ah, on t'entend pas. Mais tu voulais nous dire? Ah oui. Ouais. Juste pour dire qu'il y a 2 questions de Eddie Claude dans le chat. Je ne sais pas si je te les laisse lire ou tu veux que je les Oui, la première question, donc Eddie Claude nous a écrit dans le chat des questions. Sa première, c'est quel est le rapport hiérarchique entre les lois helvétiques et puis les instruments internationaux protégeant les réfugiés? Pardon. Ouais, bon, c'est un cours de droit, ça, c'est un peu compliqué de répondre en 5 minutes, mais la hiérarchie des lois, c'est tout un système juridique qu'on étudie sur les bancs d'université, ça prend un peu de temps. Surtout que la Suisse est un peu particulière dans ce registre-là. Mais en principe, en fait, comment vous expliquer ça? Je pense que je vais laisser la professeure expliquer. Elle a probablement plus l'habitude de... C'est compliqué à expliquer en détail et de manière vulgarisée. Non, donc je vulgarise. Hein. Ouais. Donc, en principe, la Suisse ratifiait des conventions internationales, comme par exemple, et ça on a déjà mentionné aujourd'hui, la Convention de Genève, donc la Convention des réfugiés. Et donc, dès que la Suisse a ratifié cette convention, évidemment, le cadre légal national doit s'orienter ou est encadré par le droit international. Ça ne veut pas dire que c'est toujours tout respecté ou appliqué dans ce sens-là, parce que la Suisse peut aussi mentionner que, par exemple, cet article n'est pas applicable dans le contexte X, par exemple. Donc, en principe, très vulgarisé, le cadre international encadre le cadre national en Suisse si l'État suisse a ratifié une convention internationale. Voilà. Après, on est plongé dans un cours, voilà. Ouais. Après, la distinction qui est un peu compliquée à faire, et c'est ça qui rend l'explication difficile, c'est qu'au sein du droit international, il y a des normes qui vont être désignées comme étant directement applicables. Ça veut dire que le justiciable, vous, moi, ou un demandeur d'asile peut s'en prévaloir dans un litige individuel auprès d'une autorité ou d'un tribunal. Et il y en a d'autres qu'on va considérer comme plus programmatiques et qui, du coup, ne vont pas exercer les mêmes contraintes dans le cadre d'un litige juridique. Donc, c'est vraiment selon les dispositions. Pour donner un exemple tout à fait parlant, c'est celui de l'article 3 de la Convention des droits de l'enfant, qui dit que l'intérêt de l'enfant est une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent. Cet instrument, il a été largement ratifié au niveau international par la Suisse, etc. Mais alors maintenant, il y a peut-être une évolution qui va avoir lieu parce que le comité des droits de l'enfant peut se saisir de litiges individuels, ce qui n'était pas le cas avant. Mais pendant très longtemps, l'ETF nous a dit que cette disposition n'était pas directement applicable. Donc nous, on ne pouvait pas, dans un litige, dire mais l'intérêt de l'enfant a été violé par cette décision parce qu'on ne nous reconnaissait pas le droit de le faire. C'est en train d'évoluer lentement et c'est toujours des questions de jurisprudence, etc. C'est souvent l'ETF qui doit se prononcer sur cette question au final parce que pour beaucoup de normes, les choses ne sont pas si claires que ça. Est-ce que la norme est suffisamment claire? Est-ce qu'elle est suffisamment précise pour qu'on puisse l'appliquer directement ou est-ce qu'elle demande un projet législatif complémentaire pour clarifier son application dans le système juridique suisse? Donc, il y a plein de cas de figure différents et c'est un peu difficile
de répondre de manière générale, mais en tout cas, en théorie, le droit international, effectivement, encadre le droit national, comme l'a expliqué Stéphanie. Mais après, dans la pratique, il y a plein de choses très disparates en réalité. Alors, il y a une deuxième question de Eddie Claude. Je vous la lis. Elle est assez gratinée, alors il faut être attentif. Alors, un réfugié statutaire avec permis B qui voit sa demande de regroupement familial rejetée pour avoir quitté son pays étant célibataire, mais il s'est marié en exil et sa famille reste en exil séparée, bien que déclarée avec toutes les preuves fournies. Et la question est, n'y a-t-il pas de contradiction par rapport à la volonté de réunification familiale? Alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. L'asile, ce qu'on appelle l'asile familial, qui est l'article 51 de la loi sur l'asile, et qui permet ce regroupement facilité pour les réfugiés, le permet quand il y a eu séparation par la fuite. Et cette notion de séparation par la fuite, elle demande évidemment à être interprétée, comme souvent dans les lois, et dans la pratique, la jurisprudence, etc., en fait, ça implique que la famille était constituée au moment où le réfugié a dû partir, et la facilitation vise à reconstituer cette unité familiale qui a été brisée par la fuite et la persécution. Quelqu'un qui quitte son pays et qui n'est pas marié n'a pas abandonné une famille derrière lui. Donc, n'aura pas le bénéfice de cet article 51 d'Asie et devra passer par d'autres normes légales, par le régime ordinaire du droit des étrangers, donc par la LEI, pour obtenir le regroupement familial d'un conjoint qui serait à l'étranger. Et là, les conditions sont différentes. Il y a des questions d'intégration, des questions de revenus, etc. Et dans ces cas-là, quelqu'un, par exemple, prenons un exemple fréquent, une personne d'origine érythréenne qui va quitter son pays, qui va temporairement trouver refuge en Éthiopie, au Soudan, comme ça a été souvent le cas pour cette population, et qui, dans ce contexte-là, va rencontrer son épouse, se marier et ensuite venir en Suisse, cette personne ne pourra pas prétendre à l'asile familial. Elle devra passer par un regroupement familial ordinaire lié au droit des étrangers. Et si cette personne en Suisse ne travaille pas, n'a pas de revenus pour elle et pour faire venir sa famille, on va le lui refuser comme pour tout autre étranger, en fait. Donc, c'est pas si compliqué, la question. La question était un peu compliquée parce que c'est un cas particulier. Ouais, mais c'est des cas qu'on a régulièrement ces questions, notamment dans les consultations juridiques, c'est tout à fait clair. Est-ce qu'au niveau des participants, vous avez d'autres questions encore? Est-ce que vous avez envie d'intervenir? Ça n'a pas l'air. Sinon, on a le temps. Je peux poser ma question sur le statut S. J'avais quand même une question parce que, en tant que... Ah, Sophie, ouais. Donne la parole, Sophie. Oui, non, mais peut-être allez-y sur le statut. Après, moi, ma question, elle est un petit peu plus générale, donc je peux la poser tout à l'heure. Bon, ma question, c'était juste si le statut S pour les Ukrainiens est levé, mais que la guerre n'est pas finie, qu'est-ce qui va advenir avec ces personnes ukrainiennes, en fait? Est-ce qu'elles peuvent rentrer dans le système d'asile, déposer une demande d'asile ou pas? Est-ce qu'il y aurait un statut qui pourrait leur aller, en fait? Voilà. Alors, comment ça va se passer dans les années à venir? Je pense que personne n'a la réponse exacte. On rappelle que ce permis S, il existe depuis 1998 dans la loi sur l'asile, que c'est la première fois qu'il est mis en œuvre. Et en plus, il n'est pas mis en œuvre exactement comme il apparaît dans la loi, parce que la Suisse a repris une partie du cadre européen qui est en contradiction avec ce qu'il y a dans le droit suisse. Donc, la compréhension de ce statut à l'heure actuelle, elle est compliquée pour tout le monde, y compris pour moi qui suis dedans et qui vois des cas passer, etc. Maintenant, ce qu'il faut aller voir, en fait, c'est le message du Conseil fédéral qui a été publié à l'appui de la révision de la loi sur l'asile de 1998 et qui explicite, en fait, comment la Confédération voyait les choses à l'époque. Et puis, qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui? On n'est pas sûr, parce que ça peut être modifié. Mais en gros, ce que prévoyait le Conseil fédéral, c'est que si ce permis S perdurait plus de 5 ans, automatiquement, les personnes étaient basculées en permis B, donc en autorisation de séjour dans les cantons. Ça, c'est ce qui est envisagé dans le projet du Conseil fédéral. Est-ce que c'est ça qui va se passer? On le présuppose, si ça dure 5 ans. Après, toute la question de l'articulation entre
le droit des réfugiés, le droit d'asile et ce statut S, ben, ce que veut la Confédération aujourd'hui, c'est pas hyper clair. Mais ce que disait le message du Conseil fédéral à l'époque, c'est que précisément, on mettait en place ce statut pour ne pas avoir à examiner les motifs individuels des gens dans une procédure sommaire, une espèce de reconnaissance prima facie du besoin de protection par le permis S. Et c'est en cas de levée de ce permis S que les personnes pourront faire valoir des motifs individuels, par écrit, avec les juristes qu'on voudra bien leur donner pour les aider. Ça, tout ça, c'est pas clair aujourd'hui, mais c'est ce qui a été envisagé. Donc, ça veut dire qu'à un jour X, le Conseil fédéral va dire, bah, nous, on estime, parce que si le pays est encore en guerre, ça ne se passera pas, mais on estime que la situation en Ukraine est suffisamment sûre pour pouvoir envoyer des gens. Et chaque personne va recevoir un courrier individuel disant, voilà, nous avons l'intention de lever votre permis S, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Et c'est là que les personnes vont pouvoir s'exprimer, dire, mais en fait, moi, j'ai des motifs d'asile que je n'ai pas pu exprimer parce que la procédure était sommaire, donc je veux les exprimer aujourd'hui. Ces personnes, elles seront basculées vers une procédure d'asile au terme de laquelle elles pourront recevoir tous les statuts qui découlent de la loi sur l'asile, donc le permis B réfugié, le permis F réfugié, le permis F, ou alors être débouté de leur demande d'asile. En gros, c'est ça qui va se passer. Mais ça va engendrer un travail administratif et juridique d'une ampleur sans précédent. Et ce qui est très gênant là-dedans, c'est qu'à la base, c'est quand même les autorités fédérales qui sont censées établir les faits dans une demande d'asile. C'est-à-dire que la personne demande protection, elle va pouvoir être interrogée par quelqu'un qui sait les informations qu'il faut donner pour pouvoir évaluer la demande. Et là, en l'occurrence, la personne va devoir d'elle-même, avec l'aide d'un juriste, établir les faits pour que l'autorité s'en saisisse. Donc, ça renverse tout le fardeau d'instruction du dossier et ça va engendrer un travail conséquent avec probablement des gens qui n'arriveront pas à faire valoir leurs droits parce qu'il n'y a pas assez d'aide juridique à ce niveau-là. Donc, on ne se réjouit pas du tout de ce moment-là. Ça va être un grand exercice sans filet et on espère qu'on arrivera à en faire quelque chose d'à peu près acceptable. Stéphanie, tu voulais ajouter quelque chose? Non. Moi, je dirais la même chose. C'est voilà, on va voir qu'est-ce que ça va donner si voilà, s'il y a cette décision et puis au cas où si les gens vont demander l'asile, je ne sais pas comment on va le faire en vue qu'il n'y a pas d'assez juristes dans le domaine de droit d'immigration. Ouais. Ok. Après, c'est déjà compliqué aujourd'hui parce qu'il y a déjà des personnes qui sont un peu à cheval entre ces deux statuts. Je pense que c'est peut-être des personnes dont on parle assez peu. Moi, c'est des personnes dont je me préoccupe parce que je trouve très compliqué de les conseiller et de les accompagner. Il y a des ressortissants non ukrainiens qui sont partis d'Ukraine au moment de la guerre, alors qu'elles avaient des titres de séjour dans ce pays, qualité d'étudiants, travailleurs, etc. Il y a plein de configurations. Et ces personnes, pour la plupart, n'ont pas obtenu, elles ont demandé le permis S, mais elles ne l'ont pas obtenu. Alors, pour donner un exemple de ce que ça pourrait donner à terme, pour une de ces personnes, j'ai fait un recours, c'était une personne d'origine libyenne, donc on a estimé que le renvoi en Libye, ça paraissait quand même énorme à l'heure actuelle avec la situation sécuritaire. On a fait un recours et sur la base de ce recours, le SEM, le secrétariat d'État aux migrations, a lui-même balancé la personne dans la procédure d'asile en l'invitant à venir s'enregistrer comme demandeur d'asile pour continuer la procédure. Donc c'est probablement ce genre de choses qui vont se passer en masse au moment où il y aura la levée de ce statut. Sophie, on a encore le temps pour ta question. Oui, ma question, c'était de savoir un petit peu en termes de permis de séjour, quelles étaient les erreurs les plus fréquentes que vous remarquez dans les médias, en fait, les erreurs que les journalistes font. Oh là là, ça moi, je n'ai pas de réponse. Je suis désolée. J'avoue ne pas être une grande lectrice de médias à la base, donc je ne vais pas me permettre de répondre à cette question. Moi non plus. Vivre Désolée parce que ensemble. bon, moi je lis, oui, peut-être c'est pas une question. Vivre ensemble, je pense Mais que je pense que vivre ensemble est Oui. plus compétent. Alors effectivement, on voit régulièrement des erreurs qui sont propres, je dirais comme ça, parce que je n'ai pas non plus des statistiques, mais c'est vrai que c'est relatif aux droits et devoirs régulièrement. Hein.
Là, on a dernièrement publié une brochure sur l'accès à l'emploi. C'est très régulièrement, par exemple, que les personnes qui ont une admission provisoire, un permis F, sont déclarées comme ne pouvant pas travailler. Et puis ça, c'était vraiment important parce qu'on s'est rendu compte que c'est dans les médias, mais dans l'esprit de la plupart des personnes, que c'est des personnes qui n'ont pas d'accès au travail. Parfois, c'est aussi concernant les personnes qui ont un permis N, qui sont encore requérantes d'asile, alors qu'elles peuvent travailler à partir de 3 à 6 mois, qu'on pense qu'elles n'ont pas d'accès au travail. Ensuite, effectivement, récemment, c'était autour du regroupement familial, ou je dirais beaucoup autour de l'admission provisoire, qui est peu connue. Dans le reportage de la RTS d'il y a 2 semaines, c'était aussi affirmé qu'elles n'ont pas le droit au regroupement familial, alors qu'on voit que c'est conditionnel à certaines... il y a des conditions, mais elles y ont droit. Et puis quelque chose qui revient de temps en temps, mais qui est plus qui sait qui a le droit. Il y a certaines phrases de journalistes qui notent. Je pense que c'est des raccourcis. Moi, à force de travailler avec les journalistes, je me rends compte qu'il y a des mots qui sont comptés, puis qu'on veut des fois aller à l'essentiel. Mais à plusieurs reprises, je suis intervenue auprès de personnes qui disaient ces personnes n'ont pas le droit de déposer une demande d'asile. La demande d'asile est un droit. Quiconque est un droit. Quiconque a le droit de déposer une demande d'asile. Par contre, c'est évident que certains pays vont plus vite ont peu de chances d'obtenir un titre de séjour. Ça, on voit dans les statistiques. Mais elles ont le droit de déposer une demande d'asile. Et puis, voilà, ça, c'est les premières choses qui me viennent rapidement. Je peux faire une liste un peu plus exhaustive dans un deuxième temps, Sophie, si ça vous intéresse. Non, mais c'est déjà pas mal de savoir à quoi être attentif. On a encore une dernière question de Clenam dans le chat. Pourriez-vous nous éclairer sur la modification récente de l'accueil des Érythréens issus de l'asile en Suisse? Okay. Alors, ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la dernière révision de la loi sur l'asile, celle qui est rentrée, enfin une des dernières, c'était les mesures urgentes qui sont rentrées en vigueur en 2012, sauf erreur. Mais la désertion, c'était dans les mesures urgentes. Donc, c'est une loi qui a été adoptée, qui avait pour but d'exclure la désertion du statut, de la reconnaissance du statut de réfugié. Ce qu'on a peu dit à l'époque et qu'on aurait dû peut-être dire plus fort, c'est qu'en fait, la désertion n'a jamais été un motif d'asile en tant que tel. Ça n'a jamais été suffisant pour obtenir un statut de réfugié. Par contre, on admet que quand il y a une disproportion manifeste dans la sanction qui est appliquée aux déserteurs, ce n'est plus la désertion en tant que telle qu'on condamne, mais l'opposition politique que traduit la désertion dans un état X à un moment Y. Et c'est très exactement ce qui était en vigueur pour les Érythréens jusqu'à cette modification, à savoir que les sanctions qui étaient appliquées par le régime d'Asmara étaient d'une telle brutalité et d'une telle violence et d'une nature tellement arbitraire qu'on a admis que c'était en fait une sanction contre un comportement jugé comme politiquement hostile au régime. D'où la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'on est pile dedans, persécution en raison d'opinion politique. Le problème, c'est que ça n'a pas tellement plu à certains parlementaires qui ont initié beaucoup de projets en nommant clairement la population qui était visée par ces projets. Donc, il y avait déjà une dérive un peu discriminatoire dans l'adoption de cette loi, qui étaient les Érythréens, en disant maintenant, nous, on veut qu'on écrive dans la loi que la désertion n'est plus un motif d'asile, comme si ce motif avait été un motif avant, ce qui n'est pas le cas. Et la dérive, si vous voulez, dans la loi, si vous regardez, c'est l'alinéa 3 de l'article 3 de la loi sur l'asile, il y a une petite phrase tout à fait importante qui dit « Reste réservée la Convention sur les réfugiés des Nations Unies ». Donc, ça veut dire qu'en réalité, quand on applique cette disposition, si on est d'accord sur le fait que c'est une persécution politique et pas uniquement une sanction à la désertion, ben, si on veut respecter la Convention, on donne le statut de réfugié. C'est ce qui aurait dû se passer. Donc, nous, on s'attendait un peu avec cette mention à un match nul dans la pratique, où finalement, il y a une disposition qui ne serait pas applicable dans les faits, puisqu'il y avait cette réserve. Malheureusement, ce n'est pas la voie qui a pris la pratique. Et là, ce n'est plus du tout une question législative de loi, c'est une question beaucoup plus politique. Il y a eu des débats parlementaires, il y a eu des missions
de parlementaires en Érythrée qui sont revenus en disant que tout allait très bien. Enfin voilà, il y a eu une remise en cause en fait des sources mêmes d'informations qu'on avait sur l'Érythrée pour dire que ces sanctions étaient disproportionnées. Un vrai travail de sape qui a été fait là-dessus, de mise en doute, qui a conduit et le secrétariat d'État aux migrations et dans un deuxième temps le tribunal administratif fédéral à exclure petit à petit, mais ça s'est fait en plusieurs temps avec plusieurs jurisprudences consécutives, à exclure les personnes qui avaient déserté du statut de réfugié, à moins qu'elles puissent prouver qu'au-delà de leur désertion, il y avait d'autres choses qui les rendaient politiquement suspectes vis-à-vis des autorités d'Asmara. En fait, c'est ça qui s'est passé. Moi, je revendique clairement le fait qu'on n'est pas dans les clous de la Convention en faisant ça. Ce n'est pas légal. Le problème, c'est que la Convention sur les réfugiés, contrairement à d'autres conventions internationales, elle ne dispose pas d'un organe juridictionnel supranational du type Comité contre la torture aux Nations Unies, Cour européenne des droits de l'homme. Il n'y a rien au-delà des autorités suisses où vous pouvez aller pour dire, mais là, c'est faux ce que vous êtes en train de faire. Et du coup, cette pratique s'ancre et perdure jusqu'à aujourd'hui, mais elle est excessivement problématique et c'est un cas très particulier vu que le reste des pays européens continuent. On a aussi voulu nous faire croire que la Suisse était la seule à donner l'asile aux réfugiés érythréens. C'est pas du tout vrai en fait. Toute l'Europe donne l'asile aux réfugiés érythréens et à l'heure actuelle, la Suisse ne le fait plus. Alors, je me permets de vous dire que c'est déjà la fin de cette Oh là discussion. là. Il est déjà 1h15. C'est passé vite, mais merci beaucoup à tout le monde en tout cas. Je vais peut-être donner la parole à Giada en conclusion. Est-ce que aux participants, tu vas leur envoyer des informations sur des contacts, des liens, des choses comme ça? C'est moi qui va prendre la parole pour Nora, conclure. pardon. Pas de souci, comme Jada a fait l'introduction. Ben déjà, merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation. Et en effet, on voulait juste vous donner quelques petites courtes informations supplémentaires. La première, c'est qu'au NCCR, on aimerait bien réaliser prochainement une annuaire avec nos expertes et experts à contacter pour différentes thématiques spécifiques du domaine de l'asile et des migrations. Mais comme ce n'est pas encore fait, entre-temps, si vous avez besoin de contacter une experte ou un expert chercheur sur une question précise, vous pouvez écrire à notre chargé de communication, Inka Sayed. Donc, je vous mets l'email en chat, mais je vais aussi vous l'envoyer.